Je disais que je ne savais plus qui m'avait demandé de parler de Spinoza, et comme j'avais le sentiment de mieux le comprendre après avoir lu ce qu'Arnonès en disait, je vais donc présenter Spinoza via Arnonès, enfin la lecture que Arnonès donne de Spinoza. Mais pour ça, il me semble d'abord nécessaire de présenter un peu ce que j'ai compris de la lecture traditionnelle de Spinoza. C'est pour ça que j'ai dit que ça risquait d'être un peu long pour un atelier et qu'il en faudra peut-être deux si vous n'en avez pas assez, parce que l'introduction, enfin la vision traditionnelle de Spinoza elle-même peut prendre du temps. Et puis par ailleurs, je me laisse assez facilement entraîner à des digressions. Par exemple, dire que dans les années 60-70, on considérait qu'il y avait deux philosophes importants, les deux en fait qui ont influencé Marx, Spinoza pour le versant matérialiste et Hegel pour la dialectique. Et en guise de digression, je donne le titre d'un roman policier de l'époque de Jean-Bernard Fouy, c'était Spinoza encule Hegel. Il y a eu une suite d'ailleurs dans les années 80 ou 90 de Spinoza encule Hegel qui s'intitulait À sec. Mais bon, j'en viens maintenant à Spinoza vraiment. Et pour commencer, puisque Patrice n'est pas là, je vais faire un peu de lecture, c'est-à-dire donner les 4 définitions que Spinoza donne au début de l'éthique. Oui, encore une parenthèse avant que j'attaque vraiment. Je vais parler de l'éthique qui n'est pas l'ouvrage le plus politique de Spinoza, mais qui est, me semble-t-il, le plus difficile à comprendre et par ailleurs le seul que j'ai véritablement étudié. Par ailleurs, Spinoza a des ouvrages plus directement politiques tels que le Tractatus Theologico-Politicus, ou traité des autorités politiques et théologiques, où il défend, en gros, d'après ce que j'en ai compris, une liberté de conscience, une liberté d'interprétation des textes religieux, une indépendance de l'Église et de l'État, donc quelque chose de tout à fait moderne. Mais l'éthique est nettement plus compliquée et plus abstraite. Déjà d'ailleurs, vous allez voir, comprendre en m'entendant, me semble-t-il, que le titre est quelque peu déconcertant, puisque l'éthique, c'est une question fondamentalement de devoir-être, de devoir-faire, alors que vous allez vous rendre compte que pendant un bon moment, pratiquement uniquement aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle en philosophie l'ontologie, c'est-à-dire non pas le devoir-être, mais ce qui est. Il s'agit d'une analyse globale de la réalité, du monde, de l'univers, du cosmos. Et donc, l'éthique est conçue, dit Spinoza, de manière géométrique, c'est-à-dire que c'est bâti un peu à la manière des éléments d'Euclide. Vous avez des définitions, vous avez des axiomes, et après ça, vous avez un certain nombre de démonstrations, enfin de propositions qui sont démontrées. Donc c'est vraiment construit comme un ouvrage scientifique, comme la vision qu'on pouvait avoir de l'époque d'un ouvrage scientifique, et c'est pour ça que je vais me contenter d'en donner une impression très grossière, parce que en fait, pour l'analyser précisément, il faudrait rentrer dans le détail de toutes les démonstrations, et ça prendrait des heures et des heures, ce d'autant plus que Spinoza à la base écrit en latin,
et qui se poserait aussi des problèmes de traduction. Comme je ne vais pas rentrer dans les détails, je me suis appuyé sur une traduction française sans même aller la confronter à l'original latin. Et donc je vous donne 4 des définitions qui me paraissent être les définitions essentielles qu'on trouve au début de l'éthique. Alors je vais les lire assez rapidement et essayer un peu de les expliquer, mais sans rentrer dans le détail terme à terme, puisque le détail terme à terme est important justement par rapport au projet géométrique, au projet démonstratif de Spinoza, où il s'agit vraiment pour lui de démontrer à chaque étape tout ce qu'il affirme. Moi, je me contente d'essayer de vous en donner une idée grossière. Donc, 4 définitions. Et je vais essayer d'illustrer après un peu pour faire comprendre quand même. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. Par attribut, si vous n'y comprenez rien, ne vous effrayez pas, c'est normal pour l'instant. Par attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Par mode, j'entends les affections de la substance, autrement dit ce qui est en autre chose, par quoi il est aussi conçu. Et enfin, pour en terminer avec la lecture, par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Donc, avant de vous expliquer comment on le comprend traditionnellement, c'est-à-dire, il me semble, j'y reviendrai depuis le début du XIXe siècle, je n'ai pas suffisamment étudié l'histoire de la philosophie pour dire comment c'était avant. Avant de vous dire comment on le comprend traditionnellement pour Spinoza, je vais vous indiquer, parce que ce ne sont pas tous des mots qu'il introduit, attribut et mode, je dois avouer que je ne sais pas exactement, mais substance, c'est une tradition philosophique ancienne, et Dieu, bien sûr, vous savez toutes et tous que ce n'est pas un concept qu'il a infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre traditionnellement par ces 4 termes, substance, attribut, mode et Dieu? Je n'y reviens pas parce que on peut y croire ou non, mais tout le monde a une vague idée de ce qu'est Dieu. Par contre, ce qu'est une substance, c'est moins clair. Alors, substance, ça dépend aussi un peu de l'école philosophique, mais il me semble que le sens le plus naturel, ce qui est en soi et conçu par soi, c'est ce qui n'a pas besoin pour être compris que l'on fasse référence à autre chose qu'à ce dont on parle. Donc l'idée naïve que l'on peut avoir d'une substance, je dis naïve, mais le terme est mauvais parce que c'est insultant, l'idée traditionnelle que l'on peut avoir d'une substance, c'est qu'une substance, c'est un individu. Pour me connaître moi, on n'a pas besoin de connaître le banc sur lequel je suis assis, le repas que j'ai mangé ce soir. On peut me connaître moi indépendamment de toutes les autres entités. Donc au sens traditionnel du terme, au sens en tout cas certainement libéral du terme, je suis une substance, tout individu est une substance. Les attributs, c'est ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Donc si je suis une substance, qu'est-ce que mon essence? Et bien là encore, ça va dépendre un peu des écoles philosophiques que vous adoptez. Si vous êtes religieux, ce qui constitue mon essence, c'est mon âme.
Et me connaître, c'est connaître mon âme. Si vous êtes matérialiste et réductionniste, naturaliste, ce qui constitue mon essence, c'est mon ADN. Et du moment que vous connaissez exactement ma structure d'ADN, vous connaissez mon attribut fondamental. Pour un matérialisme moins réductionniste, c'est un certain nombre d'éléments qui sont constitutifs de ce que je suis qui constituent ma substance. Ce n'est pas j'aurais été différent si j'étais né à un autre moment. Donc ma date de naissance est un élément important, dans un autre milieu, dans un autre endroit. Donc le contexte où je suis né, le contexte où j'ai grandi sont des attributs de ma substance. On peut comme ça les multiplier. Les modes, les affections de la substance, c'est ce qui est en autre chose, ce qui est dans la substance, ce qui est conçu par la substance, ce sont des caractéristiques changeantes. Je peux être calme, je peux être en colère, je peux être déprimé, je peux être optimiste. Ce sont des modes variables de la substance que je suis. Donc vous voyez, à partir de cette approche, j'insiste, là on n'est pas encore dans Spinoza, c'est plutôt une compréhension naïve des concepts, que le mode c'est quelque chose de tout à fait second. L'important c'est que je sois moi. Le fait que je sois optimiste ou pessimiste, que je sois déprimé ou enthousiaste, c'est quelque chose qui peut changer d'un moment à l'autre, donc qui n'est pas fondamentalement important. Donc j'insiste là-dessus. Les modes, ça peut normalement se comprendre comme quelque chose d'accessoire par rapport à la substance qui est le fondamental et par rapport aux attributs qui ne sont pas aussi fondamentaux que la substance, mais qui sont quand même importants. Tu peux répéter donc, juste la définition de départ de l'attribut? Attribut, j'entends ce que l'entendement perçoit de la substance comme constituant son essence. Donc c'est vraiment ce qui est caractéristique d'une substance, ce sans quoi une substance ne serait pas ce qu'elle est, mais serait autre chose. Donc l'attribut, c'est quand même aussi quelque chose d'important, alors que le mode, ça paraît quelque chose de nettement moins important, puisque c'est complètement dépendant de la substance, c'est variable. Donc ce qui compte, c'est la substance et les attributs. Or, au terme de sa démonstration, des démonstrations qu'il y a dans l'éthique, Spinoza va établir quelque chose de tout à fait différent pour ce que sont la substance, les attributs et les modes. Alors, il établit, donc là je ne fais pas le raisonnement parce qu'il faudrait lire l'éthique en entier, qu'il y a une pluralité de substances, mais il y a une seule substance. Donc on abandonne l'idée chaque individu est une substance, la substance est une. Nous sommes tous quelque chose, je vais préciser ce quelque chose dans un moment, de la même substance. Donc à partir de la vision que l'on peut avoir traditionnellement de la substance, nous ne sommes pas importants. Nous ne sommes pas la substance. Et nous ne sommes même pas ce qui est important dans la substance, puisque pour Spinoza, toujours au terme de sa démonstration, les attributs de la substance, c'est l'étendue et la pensée. Donc il n'y a pas une multitude d'attributs,
il y en a deux, la pensée, l'esprit est l'un des attributs de la substance. L'autre attribut, c'est l'étendue, l'espace occupé. Alors, j'aurais dû indiquer tout de suite, quand j'ai dit qu'il y avait une seule substance, puisque Dieu est un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant à une infinité d'attributs, ben, Dieu est la substance. Donc que l'on parle de substance ou que l'on parle de Dieu, on dit exactement la même chose. Donc la substance est Dieu, Dieu est la substance, et Spinoza a encore un autre terme pour ce Dieu qui est aussi la substance. C'est une formule connue de Spinoza. Là, comme elle est connue en latin, je vous la donne en latin avant de la traduire en français. Deus sive natura, Dieu ou la nature. C'est-à-dire que Dieu, que l'on dise Dieu ou que l'on dise nature, on désigne exactement la même chose. Dieu et nature ne sont que des mots différents pour désigner une même réalité qui est finalement l'ensemble de ce qui existe. La substance est infinie et éternelle, comme Dieu est infini, éternel. Venons-en enfin aux individus singuliers, donc ceux dont j'ai la faiblesse de penser que pour nous c'est quand même le plus important puisque c'est de nous qu'il s'agit. Les individus singuliers ne sont au terme de la démonstration de Spinoza que des modes de la substance. C'est-à-dire, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose de changeant et de tout à fait secondaire. Donc les individus ne comptent pas. Les individus ne sont que des états particuliers, transitoires de la substance dont elle pourrait tout aussi bien se passer. Donc ça donne une vision qui est la vision, je dis traditionnelle, mais arménique, elle date du 19e siècle. Je ne sais pas très bien ce qu'elle pouvait être avant, parce que moi, c'est comme ça que quand j'ai compris au début Spinoza, je l'ai compris. Ça donne finalement de la pensée de Spinoza une vision que je trouve assez désespérante et pas très intéressante. La seule chose qui compte, c'est le tout. Nous ne sommes rien. Chaque être particulier, chaque entité particulière n'est rien. Bon, ben alors, pourquoi se fatiguer à faire nuit debout? Pourquoi se fatiguer à faire quoi que ce soit, puisque nous ne sommes rien? Donc non, parce que pour Macron, il y a des gens qui sont rien et il y en a d'autres qui réussissent, je crois. Alors que pour Spinoza, cette différence n'est pas pertinente. Enfin, je répète, pour la lecture traditionnelle de Spinoza. Nous ne sommes rien, c'est peut-être un peu exagéré, nous ne sommes que des épiphénomènes, nous ne sommes que des vagues à la surface de l'océan, alors que la réalité, la substance, Dieu ou la nature, c'est l'océan. Sans suffisamment de durée, ça malheureusement, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de durée. Qu'est-ce que 90, 100 ans dans le meilleur des cas? En rapport à l'infinité de Dieu ou de la substance, nous ne sommes rien. Et puisque la substance est tout, est éternelle, finalement, dans toutes les variations de la substance, toutes les autres aussi sont accessoires. C'est-à-dire qu'on a l'idée fondamentalement
d'un réel qui, pour ce qui est important, est invariable. Tous les changements ne sont qu'illusions. On a une vision d'une réalité complètement statique. C'est par exemple, c'est peut-être ça aussi qui m'a influencé dans ma première compréhension de Spinoza, mais comme ça remonte à presque une trentaine d'années, je ne sais pas si je l'avais compris avant ou si je l'ai compris à ce moment-là. C'est comme ça que Whitehead comprend Spinoza et que Whitehead critique Spinoza en disant Spinoza est un philosophe de la substance, un philosophe de l'immuabilité du réel, et ça ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Ce dont nous avons besoin, nous, c'est d'une philosophie du processus, c'est d'une philosophie du mouvement, c'est d'une philosophie du changement. Et comme ayant étudié Whitehead bien avant d'étudier Spinoza, j'avais compris Whitehead avant de comprendre Spinoza. J'ai compris Spinoza comme Whitehead comprenait, et je me suis dit pendant très longtemps, non, Spinoza, c'est vraiment un auteur abominable. Sa vision de ce qui est une vision statique, complètement inintéressante, qui nous diminue en tant qu'individu. Donc ce n'est pas une vision qui m'intéresse, et je ne comprends pas comment par ailleurs il peut avoir une philosophie politique dont on me dit qu'elle est intéressante, parce que avec une telle vision de la réalité, on ne peut rien attendre de bien. L'interprétation de Armenès que j'ai lue il y a simplement 5-6 ans de Spinoza vient complètement renverser la situation, vient complètement renverser cette lecture de Spinoza. Je prends une formule dont Naess lui-même, donc Naess, je rappelle pour les gens, j'allais dire qui auraient manqué le début, mais même pas qui auraient manqué le début, puisque je ne l'ai pas dit au début, je l'ai dit avant en d'autres occasions. Naess, c'est le théoricien de l'écologie profonde, laquelle écologie profonde est bien plus intéressante que la vision caricaturale qu'on peut avoir l'habitude d'en donner. Les êtres humains n'en sont rien, ce qui compte, c'est le vivant. Et puisque ce qui compte c'est le vivant, discours de certains écologistes profonds issus de la droite aux États-Unis, comme la surabondance des êtres humains sur la planète est une menace pour l'écologie de la planète, pour la vie de la planète, finalement, le sida, c'est une ruse de la nature pour se débarrasser des êtres humains surnuméraires. Et puis ça tombe bien, il a commencé par frapper en Afrique, et puis les homosexuels, c'est-à-dire des êtres humains qui ne sont pas naturels, qui sont vraiment surnuméraires, on peut se débarrasser sans que ça prête, sans que ça soit triste. Ce n'est pas du tout ça la vision ce n'est pas du tout la vision de Naess lui-même. L'écologie profonde dit que tous les êtres vivants ont une même importance principe, mais en même temps Naess a conscience que ce discours est un discours énoncé par les êtres humains, et insiste sur le fait que c'est pour leur réalisation propre, pour la réalisation de chacun de soi, que chaque être humain doit avoir conscience de ce qu'il n'est pas tout. L'idée de l'écologie profonde, c'est finalement le monde ne se limite pas à nous, le monde ne se limite pas à notre nombril, le monde ne se limite pas à l'humanité, les autres comptent aussi, le reste compte aussi. Tout ne doit pas être conçu
dans la stricte dépendance de nous. Voilà, mais pour Naess et l'écologie profonde, j'y reviendrai une autre fois. Là, pour l'instant, je parle donc de Spinoza. Et donc, je disais, l'interprétation de Naess renverse complètement la vision spinoziste. Naess le dit d'une manière qu'il veut provocante, et je vais aller peut-être encore beaucoup plus loin que Naess, mais dire la même chose. La formule provocante de Naess, c'est « sans mode, pas de Dieu, ni de substance ». Donc, je dis que ça inverse complètement les choses, parce que dans la vision traditionnelle, c'est donc la substance, Deus sive natura, Dieu ou la nature, qui est important, alors que les modes n'ont absolument aucune importance. En disant sans mode, pas de substance, Naess renverse complètement ça. Les modes sont essentiels, puisque s'il n'y a pas de mode, il n'y a pas de substance. Et d'ailleurs, ça peut se comprendre même à partir de la vision traditionnelle de la substance en tant qu'individu. Je vous disais, mes états d'humeur en tant qu'individu, le fait que je sois content, que je sois mécontent, que je sois optimiste, que je sois pessimiste, ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est que je sois moi. Certes, mais si vous m'enlevez, d'ailleurs même ce certes n'est pas si évident, mais si vous m'enlevez tous mes états d'humeur, si vous m'enlevez toutes mes affections, si vous m'enlevez tous mes sentiments passagers, tous mes états d'âme passagers, vous avez, je peux en profiter pour me taire pendant un moment pour vous donner un exemple de ce que vous obtenez. Bon, et comme je ne suis pas très patient, je m'arrête et je reprends la parole, mais vous voyez bien que vous avez comme ça un être complètement catatonique, j'allais dire un légume, mais même pas, c'est insultant pour les légumes, parce que les légumes ont eux-mêmes aussi, même si nous n'en avons pas conscience, une certaine activité. Donc c'est vrai, même au sens traditionnel, vous enlevez à un individu toutes ses affections, tous ces modes, il ne vous reste rien. Il ne vous reste même pas un corps inanimé, même pas la figure de cire qui était l'image de l'individu pour les matérialistes, mécanistes des Lumières. Il ne vous reste véritablement rien. Donc les modes sont importants et il faut qu'il y ait des modes pour qu'il y ait substance. Donc, disais-je, Naess renverse complètement la vision que l'on pouvait avoir de Spinoza. Au lieu de dire, comme je l'ai dit au début, comme je l'ai compris pendant très longtemps, et comme donc je crois qu'on l'a compris pendant très longtemps après le 19e siècle, au lieu d'avoir une vision de Spinoza pour qui la substance est la seule chose qui compte et les individus singuliers concrets ne comptent pas, on a une vision qui au contraire met l'accent sur les modes, met l'accent sur l'individu. Et du coup, on peut comprendre de manière complètement différente le projet de l'éthique, bien loin de vouloir établir ce qu'est la substance comme quelque chose d'important. Spinoza essaie de montrer que ce concept de substance, ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est le concept de quelque chose qui finalement
et sans intérêt. Dire que la substance, c'est tout, d'une certaine façon, ça revient à ne rien en dire du tout, et ça revient à faire de la substance quelque chose sans aucun intérêt. Mais si vous y pensez, si vous y réfléchissez, la substance que sont les individus, c'est aussi quelque chose de valable. C'est-à-dire que c'est une critique, non pas de l'importance accordée aux individus, mais une critique d'un individualisme extrême qui consiste à considérer que justement un individu ne peut se connaître qu'en le connaissant en soi et par soi. Et je reprends ce que j'ai dit au début, quand je dis que la substance Jean-Luc Gauthereau, c'est moi, enfin l'une des substances, c'est moi, et que je suis en moi et conçu par moi, ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. Est-ce que c'est véritablement pertinent de dire ça pour un individu? Alors là, j'en reviens vraiment à la vision du libéralisme, parce que là, on est dans la vision ultralibérale d'un individu. Un individu n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin de connaître les autres individus pour connaître un individu, puisque le concept d'un individu n'a pas besoin d'un autre pour être formé. Mais précisément, un individu n'est individu que par les relations qu'il noue avec les autres individus. C'est d'ailleurs ce que j'essayais d'indiquer quand je donnais des exemples des attributs que nous sommes. Bon, dans la vision religieuse, certes, mon attribut essentiel, c'est mon âme, et il n'y a que ça. Comme je ne suis pas dans cette vision, religieuse, ce qui permet de me connaître, c'est justement peut-être pas le plat que j'ai mangé, encore que d'une certaine façon, matériellement, ce plat que j'ai mangé me constitue pendant un moment avant qu'il ressorte par une autre extrémité de mon individu. Mais ce sont aussi les individus avec lesquels je parle, ou qui m'écoutent. D'une certaine façon, vous êtes constitutif de moi, de même que je suis constitutif de vous. Ça ne m'empêche pas d'être moi, mais un moi qui n'est pas un moi isolé des autres, qui est un moi qui est lui-même, justement, en ce que les autres lui apportent, lui permettent d'être lui-même. Donc il me semble que cette interprétation de Naess permet de renverser complètement Spinoza, d'en faire un auteur attentif à la diversité des individus, mais critique finalement de la séparation des individus. Chaque individu est lui-même, mais pour autant être soi-même, ça ne doit pas nous empêcher de prendre conscience tout ce que nous recevons des autres, tout ce que nous apportons aux autres, que les autres sont constitutifs de nous et que nous sommes constitutifs d'eux. Bon, là, j'ai fait à peu près la moitié de mon discours et je commence à avoir la gorge sèche et ça fait un moment que je parle. Donc oui, vas-y. Oui, bien sûr. Alors moi, dans ma théorie personnelle, contrairement par exemple à la théorie des oppositions de Alessio, j'ai toujours pensé que tout était complémentaire. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que on a beau être soi-même, on est complémentaire avec les autres. Et tous les individus étant soi-même sont complémentaires les uns avec les autres. Que ce soit au niveau du métier, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de la constance, de la production, tout est vraiment complémentaire. Voilà, donc ça forme une unité globale.
Oui, je ne suis pas sûr que le terme complémentaire soit le plus adapté, mais l'idée, effectivement, c'est ça. Et par ailleurs, enfin, je ne suis pas sûr non plus que ça soit véritablement opposition à la conception des oppositions d'Alessio, parce que je ne comprends pas bien, pas complètement la conception des oppositions d'Alessio, mais je la comprends quand même suffisamment pour savoir que la conception des oppositions d'Alessio, c'est quelque chose de plus complexe que la simple opposition binaire, et justement ça se construit sur le rejet de la simple opposition binaire. Donc il ne faudrait pas trop critiquer... Je dis pas d'une théorie différente. D'accord. Quand je dis complémentarité, je le dis aussi parce que tu parles d'apporter et de recevoir. Donc forcément, il y a dans l'échange, il y a une union qui se forme, et c'est par cette union qu'il y a une complémentarité aussi. Oui, disons que le terme complémentarité m'ennuie à cause de ma formation de base qui est mathématique, mais tu as peut-être raison. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, quand on est dans la théorie des ensembles, le complémentaire d'un ensemble, c'est tous les éléments qui sont en dehors de cet ensemble. Donc il y a l'unicité du complémentaire d'un ensemble donné. Le complémentaire de l'ensemble des nombres pairs, des nombres entiers pairs, dans l'ensemble des nombres entiers, c'est l'ensemble des nombres entiers impairs. Il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a pas de pluralité dans la complémentarité telle que je la comprends, peut-être à tort, à travers la théorie des ensembles, alors que là, chez Naess, chez Spinoza, tel qu'il est compris par Naess, et dans ce que tu dis, il y a une pluralité de la complémentarité. Donc tu as raison, je n'aime pas le terme de complémentarité, mais c'est peut-être moi qui ai tort, parce que je parle à partir d'une perspective trop particulière et que je n'ai pas pensé à m'interroger sur le sens global de ce terme. On peut prendre par exemple aussi la multiplicité dans l'unité. Oui. La pluralité et la multiplicité dans l'unité, c'est-à-dire que c'est donc forcément par une complémentarité que la multiplicité devient unité. Oui, là, dit comme ça, effectivement, enfin, le complémentarité me gêne toujours, mais la pluralité dans l'unité, ou l'unité de la pluralité, c'est effectivement quelque chose qui illustre bien la pensée de Naess, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, ou de Spinoza, tel que je le comprends à travers Naess. Alors, ce que je voulais dire, oui, alors sur l'aspect sur l'aspect non libéral je me demandais, est-ce que c'est dans l'éthique est-ce que Spinoza dit lui-même explicitement qu'on a besoin des autres pour former nos propres modes, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ajoutent des gens comme Naess ou d'autres, ou Jean-Luc? Je sais pas si je suis clair. Vas-y. Oui, donc c'est bon là. Donc je disais que c'est la façon dont je le comprends après avoir lu Naess. Je dois avouer que je n'ai pas eu le courage de relire attentivement l'éthique pour voir si cette interprétation résistait vraiment à une lecture suivie de l'éthique. Par ailleurs, peut-être pas sur ce point précis, mais Naess dit que ce qu'il propose, c'est lecture de Spinoza, qu'il ne prétend pas donner la réalité de la pensée de Spinoza, que d'ailleurs personne ne peut connaître la réalité de la pensée d'un auteur, et que ce qui est intéressant quand on lit ou qu'on relit un grand auteur, et Spinoza en est un,
c'est d'essayer de faire ce qu'on peut faire à partir de sa pensée, peu importe si par moment on lui est infidèle. Et Naess dit qu'il est certainement à l'occasion infidèle à Spinoza, parce que il y a dans certains passages de Spinoza pour lui, donc ça fait partie de ce que je n'ai pas contrôlé, des passages qui ne sont pas cohérents avec la vision qu'on donne Naess, mais qui ne lui semblent pas non plus cohérents avec d'autres passages de Spinoza. Et Naess dit qu'il faut bien penser, donc ça c'est un élément d'histoire que je connais, que Spinoza a eu une éducation religieuse, juive, mais peu importe, sur ce point les diverses religions monothéistes sont toutes d'accord, au moins à l'époque, a eu une éducation religieuse traditionnelle, et cette éducation religieuse traditionnelle fait de Dieu un être transcendant, un être qui est au-dessus du monde. C'est-à-dire, c'est un peu la vision de Dieu le Père, Dieu le Maître, Dieu le Berger, Dieu qui commande, donc Dieu qui est au-dessus. Et la logique globale de Spinoza pour Naess, mais ceci dit, pas seulement pour Naess, pour les contemporains de Spinoza aussi, puisque alors qu'il parle constamment de Dieu, Spinoza a été chassé par les gens de sa ville qui l'accusaient d'athéisme, c'est que la vision de Dieu de Spinoza, même si par moments donc elle semble encore être cette vision d'un Dieu au-dessus du monde, et le plus souvent une vision d'un Dieu qui est dans le monde, pour employer le terme technique qu'emploie Naess, un Dieu immanent, un Dieu qui est présent en toutes choses, ce qui revient à dire d'une certaine façon que toute chose est Dieu. Et parfois on présume un auteur panthéiste, le panthéisme étant généralement vu par les religions traditionnelles occidentales ou se rattachant à l'Occident comme le mal. Le panthéisme, c'est la vision de ces sauvages africains qui voient des et puis c'est la vision des Grecs avant qu'ils acquièrent la saine philosophie, où eux aussi ils voyaient des dieux partout. Donc, si j'ai bien compris, Si ça change tout le temps. Il m'entend là? Ouais. Oui, ben là c'est parti. Si j'ai bien compris, il y a soit un Dieu transcendant qui est au-dessus de tout, qui est le Père, le gardien, qui commande, etc. Et ça c'est la vision 2. C'est la vision monothéiste occidentale. C'est la vision monothéiste occidentale. Et Spinoza, lui, il est panthéoniste. Panthéiste. Où il dit que c'est immanent. Voilà, Dieu est dans le monde. D'accord. Parce que je crois que c'est Jésus-Christ ou Padre Pio qui a dit ne construisez pas de palais de pierre et de bois, c'est-à-dire les églises. Ne construisez pas des palais de pierre et de bois, mais soulevez la pierre et fendez le bois et vous me trouverez. Donc c'est plus du panthéisme. Et pourtant ça a été relaté par Jésus-Christ. Oui, tu as raison, c'est-à-dire que la distinction que fait Naess entre le Dieu transcendant qui est le Dieu occidental et le Dieu immanent qui est le Dieu de Spinoza, ou disais-je le Dieu des diverses religions africaines, c'est une distinction trop grossière
qui ne rend pas suffisamment justice à toute la subtilité de la théologie occidentale ou musulmane. En fait, parmi les théoriciens traditionnels des grandes religions monothéistes, même si la vision dominante dans ces religions, ça a été effectivement la vision d'un Dieu grand maître au-dessus du monde, il y a eu constamment des théologiens qui avaient plutôt une vision de Dieu immanente et pas simplement, me semble-t-il, mais enfin là je parle de ce que je connais mal parce que je ne suis pas spécialiste de religion, pas seulement parmi les grands théologiens, mais parmi même les praticiens. Il me semble que la vision de saint François d'Assise, d'après ce que j'en sais par exemple, c'est une vision aussi d'un Dieu qui est beaucoup plus immanent que transcendant, et pourtant là on est tout à fait dans le catholicisme. Donc la distinction immanence, monothéisme, transcendance, monothéisme, immanence, le reste, est une distinction un peu trop simpliste qui ne rend pas justice à la subtilité de tous les penseurs de la religion, y compris des religions monothéistes. Mais évidemment, les plus répandus, ce sont ceux qui ont été utilisés par les diverses églises plus ou moins instituées, et les églises plus ou moins instituées, je dis plus ou moins instituées parce qu'à l'islam, il me semble qu'il n'y a pas d'église aussi hiérarchisée qu'il ne peut y en avoir dans le catholicisme, dans le protestantisme non plus, c'est moins hiérarchisé de manière évidente, même chose dans le judaïsme, mais il y a quand même des relations de pouvoir, et globalement, ce sont toujours les gens qui étaient au-dessus dans les relations de pouvoir qui donnaient la lecture dominante, d'où cette impression que la religion se limite à cette vision hiérarchique, alors qu'en fait de tout temps, mais ça serait un tout autre sujet, il y a eu des lectures religieuses qui étaient profondément subversives et qui étaient contre cette conception d'un Dieu transcendant, d'un Dieu maître dont nous ne serions que les esclaves ou les brebis. Donc, tu peux parfaitement avoir raison, même si je ne connais pas précisément le passage que tu cites, il me dit quelque chose, et effectivement, il y en a d'autres de manière certaine que je suis incapable de te donner, mais qui sont comme ça, donc tu as tout à fait raison. Ces deux visions-là sont dans le monothéisme occidental ? Ces deux visions-là sont dans le monothéisme occidental, si ce n'est que la vision immanente a toujours été plutôt une vision souterraine, parce que ça a été la vision de ceux qui étaient rapidement réprimés, qu'on faisait taire, parce que si tu dis que Dieu est dans le plus humble d'entre vous, que Dieu est dans le mendiant, que Dieu est dans le réfugié qui cogne à notre porte, tu vas avoir du mal à envoyer les forces de police pour taper sur les religieux. Et donc on préfère, les gens de pouvoir, et ce sont eux qui donnent le ton, préfèrent la lecture d'un Dieu transcendant, mais effectivement, de fait, il me semble, je répète, je ne suis pas spécialiste de la religion, mais il me semble que dans la religion, il y a ces deux lectures qui sont constamment en conflit. Simplement, c'est toujours la mauvaise qui gagne parce que c'est la plus puissante. Et quand tu parles justement de laisser croire aux gens que Dieu est immanent
et dans le monde, dans les êtres, etc. C'est refusé par la partie transcendante du catholicisme, parce que aussi il y a la richesse, parce que c'est parce qu'ils ont pu construire des églises justement de pierre et de bois qu'ils ont pu obtenir autant de richesse. Et s'ils réfutaient pas ce fait que Dieu soit maintenant et partout, ils n'auraient pas autant de richesse. Tout à fait. En fait, du coup, tu montres que la transcendance, la vision du Dieu transcendant peut avoir aussi des qualités, parce que je dois avouer que les églises médiévales, ça m'impressionne, et que effectivement, avec une vision plus égalitariste, ça n'aurait peut-être pas été obtenu. Ceci dit, ça peut se discuter, parce que contrairement aux pyramides d'Égypte qui ont été construites, il me semble, dans une société fondamentalement esclavagiste, les églises, comme les mosquées d'ailleurs, qui ne pouvaient pas, ou comme les synagogues, qui ne pouvaient pas privilégier la religion chrétienne, ont été construites peut-être plus par la collaboration des croyants de base qui croyaient véritablement à ce qu'ils faisaient que par les ordres des puissants qui commanditaient ces églises. Romain Oslage. Alors là, il n'y a plus Florence qui tient l'appareil. Maman. Donc ouais. Juste avant, Jean-Luc, tu disais que selon une lecture, donc pas la lecture de Ness, mais d'autres lectures d'autres gens de Spinoza, la substance serait la chose la plus importante, et donc d'une certaine manière, les êtres humains, chacun en eux-mêmes, ne seraient pas importants, et du coup ce serait une vision horrible des choses, etc. Mais moi je vois pas trop en quoi c'est forcément si horrible que ça. Tu disais mais du coup pourquoi faire nuit debout, pourquoi faire ci et ça? Mais non, parce que si c'est la substance qui est importante, on peut très bien dire que chaque être humain n'est pas très important, mais que chaque être humain est comme une cellule au sein d'un corps, du coup une petite partie d'un tout qui en elle-même n'est pas forcément très importante, mais dont le tout est important et nécessite que chaque cellule s'active. Et je trouve pas ça forcément horrible. Je trouve ça horrible parce que ça nie un peu la singularité de chaque cellule. Il me semble que c'est un peu la vision des êtres humains, pas simplement des êtres humains d'ailleurs, puisque c'est plus ample que ça, mais peu importe. Il me semble que pour les êtres humains, c'est un peu la vision des êtres humains comme les fourmis d'une fourmilière. C'est la vision d'un socialisme de caserne ou d'un communisme de caserne où tout le monde est interchangeable. Ce n'est peut-être pas horrible, mais franchement, moi, ça ne m'enthousiasme pas. Et à cette vision-là, pour le coup, je crois que je préfère encore la vision ultralibérale. Pourquoi la substance ne serait pas en chaque individu? Et donc aussi dans la multiplicité des individus, je veux dire, la substance c'est la substance, c'est le but. Oui, mais si tu le dis comme ça, à nouveau, tu attires l'attention et tu accordes de l'importance vraiment aux individus, aux modes, reprenons le terme de Spinoza. Tu dis que la substance a besoin des modes, alors que la lecture traditionnelle, c'est vraiment que les modes sont quelque chose de complètement secondaire, de complètement contingent, dont la substance peut très bien se passer. Donc évidemment, ce sont deux visions qui sont deux visions différentes d'une même réalité, comme on peut avoir les deux visions du même texte
il est évidemment facile toujours de passer de l'une à l'autre, mais c'est une différence d'accent mis sur un élément ou sur l'autre. Et l'accent est quand même aussi quelque chose d'important dans une théorie, pas simplement dans une théorie, dans un texte. D'ailleurs, je parle sans doute de façon trop monocorde, et j'espère effectivement que là je parle de façon monocorde, parce que si je parle de façon monocorde, ça vous montre bien quel est l'ennui de l'absence d'accent. Parce que quand quelqu'un parle de manière non monocorde, en s'enthousiasmant par... Là, je ne suis plus monocorde, en s'enthousiasmant par moments et puis en étant beaucoup plus abattu à d'autres, ça introduit des ruptures dans le discours, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des éléments auxquels on prête plus d'attention, d'autres auxquels on prête moins d'attention, mais globalement on retient moins le tout. Donc l'accentuation, ce n'est pas rien. Donc c'est vrai, ce sont deux lectures qui d'une certaine façon ne sont différentes que par l'accentuation que l'on met sur un élément ou sur l'autre, mais cette différence d'accentuation me semble très importante. Je peux parler? Bon, je parle du coup, mais du coup, on pourrait très bien dire que les modes sont importants pour la substance, parce qu'ils sont importants, mais que chaque mode pris tout seul a une faible importance. Il n'est important que au regard de la totalité, même si sans les modes, effectivement, la substance ne serait rien. Mais et pour revenir un petit peu aussi à ce que tu as dit, Jean-Luc, tu as dit que c'était une vision de socialisme, de caserne, etc. D'accord, moi je veux bien, mais du coup, moi je vois, il y a un autre problème que je vois, c'est que je vois aucun sens à la vie individuelle de chaque être humain, parce que de toute façon, chaque être humain vit une vie relativement courte, il la vit, il la meurt, et une fois qu'il est mort, qu'est-ce que ça change en fait? S'il avait jamais vécu, ça aurait été pareil. Donc, étant donné que je vois une absence de sens dans la vie de chaque être humain pris individuellement, bah, j'aimerais bien espérer qu'il y a au moins un sens dans la totalité, parce que s'il y a même pas de sens dans la totalité, je serais très déçu et très frustré. Enfin, moi, ça me pose problème. Du coup, j'ai tendance à avoir du mal à considérer comme que les êtres humains en eux-mêmes, chaque être humain est important. Enfin, voilà. Il me semble que tu as terminé en disant le contraire de ce que tu disais, avant, non? Que tu as tendance à considérer que chaque être humain est important, alors qu'il m'a semblé que tu disais avant que non, que chacun de nous n'avait aucune importance. Ce sur quoi d'un certain côté, je suis d'accord avec toi, mais j'évite d'y penser parce que quand je pense comme ça trop longtemps, trop souvent, j'ai besoin de me bourrer d'antidépresseurs et j'aime mieux penser que chacun d'entre nous, et moi en particulier, a quand même une certaine importance. Alors pour le premier point, oui, on pourrait dire effectivement que ce sont les modes dans leur ensemble qui sont importants, mais que un mode particulier ne l'est pas. Clairement, quand Naes donne son interprétation, enfin clairement, disons de la façon dont je comprends Naes, quand Naes donne son interprétation de Spinoza, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut attirer vraiment sur il veut attirer l'attention sur l'importance des modes dans leur singularité. À un autre moment d'ailleurs que dans un de ses textes sur Spinoza, il dit à un moment il n'y
nous sommes tous des gouttes d'eau dans un fleuve, et puis il se reprend tout de suite en disant non, cette image n'est pas bonne parce que rien n'est plus semblable à une goutte d'eau dans un fleuve qu'une autre goutte d'eau dans le même fleuve. Or, justement, ce qui compte, c'est vraiment de mettre l'accent sur la diversité. Et pour mettre l'accent sur la diversité, il faut mettre l'accent sur la multiplicité, donc sur la singularité. Si on considère que les modes ou des parties ne sont importantes qu'en tant que parties, mais qu'elles n'ont pas leur importance propre, alors d'une certaine façon, on peut retomber dans un discours qui n'est pas du tout écologiste. Les arbres de l'Amazonie, après tout, ce n'est qu'une partie du tout, on peut les supprimer et les gorilles, après tout, ce n'est qu'une espèce animale parmi les autres. Si on les tue tous, ce n'est pas dramatique. Et les loups, c'est pareil. Donc, si on commence à nier l'importance de la singularité et de la diversité, on est amené dans une vision qui est une vision uniformisatrice, dont je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais ce n'est pas du tout celle de Ness telle que je la comprends. Alors je répète, telle que je la comprends, peut-être que je la comprends mal, et je vous invite à lire Ness aussi pour le comprendre par vous-même. Il se comprend plus facilement que Spinoza. À ce propos, d'ailleurs, une remarque, le livre sur lequel je me suis appuyé, c'est bien celui que tu as mentionné aujourd'hui, mais je crois que moi-même, une fois déjà, j'avais donné la référence, ou j'avais peut-être oublié de le faire, mais enfin, tu as raison, tu as donné la bonne référence. Roman, Mets pas le micro si près de ta bouche. j'ai pas tout à fait la même conception des choses que toi, parce que pour moi, on a tous une substance, on a tous un sens, et que ce soit collectif, que ce soit, tu disais que tu préférais que le sens soit collectif ou mondial, mais par exemple, si je prends l'action Rémi Fraisse, c'est un garçon de substantiel. Son idéologie, elle était substantielle. Nous, toi, tu y as trouvé du sens. Ça t'a marqué et tu y as trouvé du sens puisque tu as fait l'action Rémi Fraisse. Et lui, il a marqué l'humanité par ce qu'il a fait. Donc, il est complètement dans la substance, le sens, au niveau individuel et collectif. Et toi, tu as été de même marqué et tu as suivi un certain sens par rapport à ça, par rapport à cette référence. Donc je pense que ça a eu du sens pour toi, de la substance, au niveau autant individuel pour toi que collectif. Voilà, donc c'était pour clarifier ta pensée. Ouais, pour te répondre, Mathieu, ce que je voulais dire par avoir du sens, c'était, quand tu dis l'action Rémi Fraisse, l'action de Rémi Fraisse ou l'action qu'on a faite nous, elle a eu du sens. Elle a eu du sens, c'est-à-dire oui, d'accord, elle a eu du sens, mais je veux dire Rémi Fraisse par exemple, il a vécu, il est mort. Je veux dire, pendant sa vie, il a vécu une certaine vie. Il a marqué effectivement son environnement, donc peut-être que son action aura du sens dans une perspective plus large. Mais lui, le fait qu'il ait vécu et qu'il soit mort, pour lui-même, à part si on pense à une vie après la mort, je veux dire sa vie, elle est finie quoi. Il n'y a pas de le fait qu'il ait vécu pour lui-même, je vois pas l'intérêt, à part les moments qu'il a vécu mais qui sont déjà terminés. Enfin voilà, je vois pas de sens ou d'intérêt, comment dire, évident à la vie de chaque personne prise isolément. Par contre, je pense, je sais pas, mais je pense qu'il est possible, qu'il est envisageable que, je sais pas, l'intelligence ou l'humanité, enfin comme on veut, dans sa complexité, puisse trouver un sens que nous on n'arrive pas à envisager. En tout cas, moi, j'arrive pas à envisager un sens à tout ça.
à l'univers, à tout ça. Moi, j'arrive pas à en envisager, mais il est possible qu'il en existe. Enfin, là, on rentre dans le sens de la vie. Oui, là tu es en train de me déprimer, alors je voudrais citer l'un des penseurs que j'admire, qui est Woody Allen, qui dit que l'inconvénient de la gloire posthume, c'est qu'on ne la connaît pas. C'est qu'on ne la connaît pas. C'est qu'on ne la connaît pas. C'est qu'on ne la connaît qu'après sa mort. Ou qu'on la connaît peut-être une formule malheureuse, je ne me souviens plus comment Woody Allen dit ça exactement. L'inconvénient de la gloire posthume, c'est qu'elle ne vient qu'après la mort. Woody Allen, oui, sans doute. Mais Woody Allen aussi. Oui, mais Victor Hugo est mort et très mort. Qu'est-ce que c'est? Encore que Victor Hugo faisait tourner les tables. Ce qui est curieux, c'est que quand Victor Hugo faisait parler Shakespeare et transcrivait ce que Shakespeare lui disait, Shakespeare s'exprimait comme Victor Hugo. Tu parlais pas anglais? Non. Tu parlais pas l'anglais du XVIe siècle? Non, il avait des vers tout à fait dignes de Victor Hugo. Au point que je ne sais pas si Victor Hugo était sérieux quand il faisait tourner les tables et qu'il donnait les messages que les consorts lui avaient transmis à travers les tables. Comme je l'ai dit, je ne connais pas Spinoza, je ne connais pas ses réflexions, mais vous avez parlé de l'être humain comme une substance. Quoi? Je crois que l'homme est une substance, mais aussi c'est un âme. C'est un ensemble d'idées et tout ça. Et c'est sa singularité. Elle ne peut pas être une goutte qui fond dans un fleuve, parce que on a besoin de grands réflexions, de grands talents qui changent le cours de cette rivière, qui donnent du goût à cette rivière. On a besoin de cette singularité d'un être singulier et qui arrive à changer. Il vit, c'est vrai, il vit pour sa communauté, pour l'humanité, mais aussi il vit pour lui. Pour moi, l'homme, il a deux vies. Une vie pour lui-même, pour son gloire, pour ses principes, tout ça, et pour la communauté dont il fait partie. Je crois que moi, je suis différent des autres. Et je crois que cette différence, je dois comme personne la présenter. J'aime pas me sentir comme les autres. Alors si je suis comme les autres, alors je suis un robot parmi les autres. Alors qu'est-ce que je peux changer dans cette vie? Quel est mon impact? Ça va me détruire plutôt que de m'encourager à bâtir, à être singulier et être une force d'une nation. Parce que si on vous dit que vous êtes une partie, vous n'avez ni odeur, ni saveur, alors qu'est-ce qu'elle va gagner ce corps, cette partie? Eh ben, non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, soit je n'ai pas été suffisamment clair, soit je me suis arrêté trop tôt, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Mais je voulais dire que Arnonès, à un moment, disait... commençait par avoir cette image, nous sommes tous des gouttes d'eau dans un fleuve, et puis se reprenait en disant cette image n'est pas bonne
parce que justement toutes les gouttes se ressemblent et que ce qui est important, c'est la singularité, c'est que nous ne nous ressemblons pas. Chacun d'entre nous a sa singularité, chacun d'entre nous a son importance, sauf que le entre nous est trop restrictif puisque la vision de Nez va au-delà des êtres humains. Chacun, tout simplement, a sa singularité. Chacun, ou chaque, c'est encore maladroit de parler chacun. Chaque entité a sa singularité. Chaque entité a son importance. Et ce qui fait justement la singularité et l'importance d'une entité, c'est les liens qu'elle entretient avec les autres. C'est-à-dire que c'est la deuxième vie dont vous parlez qui est en fait la même que la première. Nous ne sommes ce que nous sommes qu'en fonction des liens que nous entretenons avec les autres. C'est ça qui fait notre singularité, mais nous sommes effectivement tout être, toute entité est une entité singulière. Et ce qui est important, effectivement, ce sont les différences qu'il y a entre telle entité et telle autre entité. Là, je saute un peu à un autre auteur que j'aime bien, qui est un auteur du 19e siècle, qui est Marx, qui critique à un moment la conception du libéralisme, qui voit tous les individus comme des atomes. Et Marx dit, mais les atomes sont tous autosuffisants, mais tous semblables les uns aux autres. Et ceux qui vantent comme ça les individus en tant qu'atomes ne se rendent pas compte qu'en fait ils essaient de faire la promotion d'individus tous identiques, que rien ne différencie les uns des autres. Et ça, c'est une vision complètement sinistre des individus. Ce qui est important, c'est justement les singularités de chacun. Ça permet aussi d'aller contre des visions caricaturales de Marx qui ont été développées au XXe siècle, qui développaient l'idée qu'on devait tous être pareils, tous faire la même chose. Le bon militant, c'est celui qui ne pense que ce que pensent exactement les autres militants. Mais non, ça va à l'encontre même de la pensée de celui dont il se réclamait. Ce sont les singularités qui sont importantes. Donc je crois que nous sommes d'accord et que je m'étais mal exprimé au début. J'espère que je me suis mieux exprimé maintenant. Oui, le problème, c'est pas avec ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Mais à le micro, sinon ils n'entendent pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez avancé. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Mais à propos de Spinoza, je dis dès le départ que je ne connais pas, mais parler de l'homme comme une goutte, comme une substance, c'était pas pour moi. Pour chaque humain qui s'estime, il doit penser qu'il est un être singulier, qu'il a. Oui, mais Spinoza ne parle pas de goutte, c'est moi qui ai introduit après l'image de goutte. Le terme de Spinoza, c'est mode de la substance. Et comme le terme mode est un terme qui n'est pas couramment employé, en fait, on peut l'interpréter de multiples façons. On peut l'interpréter justement selon la lecture qui a été pendant un temps dominante. Les modes ne sont pas importants. On peut l'interpréter en renversant les choses comme le fait Ness. Les modes sont ce qui est fondamental, ce sur quoi il faut attirer l'attention. Donc, moi non plus, je ne connais pas vraiment Spinoza, je ne le connais que d'après les lectures que j'ai lues sur lui, et il y a des lectures antagonistes. Mais
Disons que je ne sais pas ce que je pourrais conseiller à un étudiant qui prépare le CAPES ou l'agrégation de philosophie. En dehors de ce contexte, je suis complètement d'accord avec ce que dit Ness. L'intéressant chez un grand auteur du passé, ce n'est pas de savoir exactement ce qu'il a voulu dire. D'ailleurs, on ne peut pas le savoir. C'est d'essayer de voir comment on peut interpréter sa pensée pour en faire quelque chose d'intéressant pour nous. Moi, je pense que on peut pas dire que on est tous différents ou qu'on est tous identiques, mais on a tous des ressemblances et on a tous des différences en même temps. On n'est ni complètement différents, ni complètement ressemblants, mais il y a des points, on a tous des points communs qui font qu'on se ressemble, et on a aussi tous des petites divergences qui font qu'on est un peu différents. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu parlais d'être en tant que lien avec le monde, avec tous les autres. C'est pareil. On a beau avoir une certaine autonomie, il y a comme un côté intrinsèque autonome, mais pourtant on est quand même dépendants tous des uns des autres. Donc c'est autant on est soi-même autonome, autant on dépend des autres. Autant on peut être différent, autant on est ressemblant. Et j'en viens, je sais pas si tu étais encore là quand je parlais du monde-esprit dans mon livre. J'en étais venu à dire que tous les êtres humains reliés entre eux par leur esprit formaient un monde-esprit. Donc malgré malgré la multiplicité et les différences, il y a quand même des liens qui font que tous unis, on arrive à former un monde-esprit dans mon livre. C'est un peu ma spiritualité à moi. Alors, sur le deuxième point, le fait qu'il n'y a pas de pure autonomie, mais pas non plus de pure hétéronomie, pour le dire en termes savants, c'est-à-dire que nous avons tous une possibilité d'action, mais que nous sommes tous quand même en même temps dépendants des autres. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur le premier point, par contre, à nouveau, en tant que mathématicien à la base ou logicien, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas un peu identique. On est identique ou on ne l'est pas. A est identique à A. A est égal à A. Mais ce n'est pas parce que A et B sont des lettres que l'on va dire que A et B sont identiques en ce que ce sont des lettres. La seule identité qu'il y ait, c'est l'identité à soi-même. Donc, je suis différent de toi, je ne suis pas identique à toi. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des caractéristiques qui sont identiques, mais il me semble que tu as parlé d'identité. Pour ressemblance, bien sûr, nous avons des ressemblances. On a parlé de différence. D'accord, alors je croyais que tu avais dit identité, c'était là-dessus que je n'étais pas d'accord. Mais sur ressemblance, oui, bien sûr, nous avons tous des ressemblances les uns avec les autres. Mais même pour reprendre en l'adaptant un peu, j'avais raison au début, en l'adaptant un peu une formule de Darwin, nous avons des ressemblances avec le navet. Nous avons des ressemblances avec toutes les entités vivantes, au moins qu'il y a sur la planète Terre. À propos de votre exemple, nous avec le chimpanzé, nous avons 98% de ressemblance de point de vue génétique, ou bien plus. Mais ces 2% font de nous l'être humain et lui l'animal. Oui et non, enfin ça c'est ce qu'on a longtemps cru, et c'est vrai que nous sommes des êtres humains et que les chimpanzés sont des animaux, mais de plus en plus ce n'est pas simplement les défenseurs des animaux, mais ce sont même les scientifiques qui se rendent compte de plus en plus que les différences qui nous séparent des animaux sont bien moins importantes que
ce qu'on pouvait imaginer autrefois. C'est-à-dire que évidemment nous ne sommes pas des chimpanzés, mais les chimpanzés ne sont pas, comme on l'a imaginé pendant très longtemps, des êtres qui ne sont que des animaux, c'est-à-dire que des êtres sans importance. Nous avons une culture et eux, ils n'en ont pas. Ben, en fait, de plus en plus, on se rend compte que ils avaient un début de culture et que on a pu aussi peut-être détruire complètement quelque chose qui était en germe. Donc, je suis d'accord, nous ne sommes pas des chimpanzés, mais pour autant, il ne faut pas trop accentuer, me semble-t-il, la différence qu'il y a entre nous et les chimpanzés. Ça nous a amené à leur faire beaucoup de mal et il vaudrait mieux qu'on s'arrête. Oui, je parlais d'identité, c'est certain que chacun a son identité propre, mais comment dire, déjà corporellement, même si on a une forme différente, on a tous une forme humaine. Ça on peut pas le nier, donc on a une ressemblance dans le sens où on est formé d'une forme humaine, qu'on ait des oreilles plus petites ou plus grandes, des yeux plus petits ou plus grands. C'est là que je veux dire entre la ressemblance et la différence, c'est que autant il y a de ressemblance parce qu'on est une forme humaine, autant il y a de différence parce qu'il va y avoir des petites différences au niveau de la forme des oreilles, des yeux, de ceci, de cela. Et au niveau de la pensée, c'est pareil, parce que on a quand même besoin, tous qu'on est, d'une base sur laquelle s'accrocher, une espèce de normalité. Et cette normalité, même si on a des différences de pensée, je pense qu'on se rejoint tous sur quelque part une base de normalité à laquelle on doit s'accrocher. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qu'on dit ce soir, on arrive à se comprendre parce que on a une comment dire on a tous besoin de références à laquelle s'accrocher, voilà. Et en général par exemple dans le périmètre qu'on est là, on est capable de se comprendre parce qu'on a ces bases là, on est accroché à cette normalité là, à ces références là. Je parle pas que de valeurs, je parle de compréhension, de connaissance, de langage, de référence. On a tous besoin d'une norme. Et cette normalité-là, malgré les différences, elle est ressemblante pour un groupe assez important de personnes. Ressemblance, je suis d'accord. Normalité, norme, ça me paraît un peu normatif, justement. Je dirais plutôt, comme l'a dit Laurence, qu'on arrive à se comprendre parce qu'on parle un même langage et qu'on a un certain nombre de pratiques communes. Ça, c'est Wittgenstein qui me fait mettre l'accent sur les pratiques communes pour dire que nous nous comprenons bien quand nous parlons. On ne comprend bien un langage que quand on pratique dans le cadre de ce langage. Pour autant, ce n'est pas forcément que tu as tort, mais les termes normalité, norme, ça m'effraie un peu, ça me renvoie peut-être abusivement au lit de Procuste qui avait aussi une certaine norme physique et tous les gens qui étaient trop ronds pour rentrer dans son lit, il les coupait et tous ceux qui étaient trop petits, il les écartelait pour qu'ils aient la bonne taille. Et quand on parle de normes, j'ai sans doute tort, il y a des tas de philosophes qui pourraient me dire non, je fais un procès d'intention, mais personnellement, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Mais je reconnais que là, je ne peux pas dire que tu as tort, c'est vraiment simplement mes idiosyncrasies particulières, mes convictions théoriques qui font que je n'aime pas parler de normes et de normativité. Quand même, par exemple, tous les deux là, sur un sujet, ou nous deux sur le panthéisme,
la transcendance ou la complémentarité, enfin tous ces sujets-là, on a réussi à se comprendre parce que justement on avait une certaine norme, on va dire quand même, dans le mode de référence. Et bon, on peut pas dire le contraire, même si t'aimes pas le mot, c'en est une. J'aime mieux convention comme les sujets valorisés, comme tu l'as repris, que normes. Mais bon, j'avoue que je suis un peu de mauvaise foi parce que dans les... Un spécisme, je ne dis rien. J'avoue que je suis un peu de mauvaise foi parce que dans les textes écrits, rien ne m'insupporte plus que les gens qui ne respectent pas la grammaire. Et la grammaire, c'est vraiment quelque chose que tous les élèves considèrent comme abominablement normatif. Donc c'est vrai, je suis un peu malhonnête, je n'aime pas le mot alors qu'il m'arrive de céder à la chose. Et je vous demanderai de respecter mes préférences, même quand je dois avouer qu'elles ne sont pas théoriquement bien fondées. Même dans tes programmes de cours, je suppose qu'il y a un côté normatif quand même, tu enseignes la même chose. Oui, enfin, j'enseigne la même chose à tous les élèves, sauf que il n'y a pas deux étudiants qui l'entendent de la même façon. Et je regrette le temps de l'après 68 que je n'ai pas connu en tant qu'enseignant, mais en tant qu'étudiant, et j'étais étudiant en sciences, donc ça ne s'est passé pas trop, mais où les étudiants n'hésitaient pas à exprimer des désaccords théoriques avec l'enseignant, faisaient des objections, donc refusaient d'une certaine façon une certaine normalisation, et je déplore que maintenant l'université soit devenue complètement normalisée et normalisatrice. Le contrôle continu, Marius, tu l'as connu comme moi, à peu près en même temps que moi, c'était une conquête de l'après 68, c'était d'une certaine façon une conquête des étudiants pour aller contre l'arbitraire des enseignants qui avant pouvaient donner une note unique sur un seul devoir. Cette conquête de liberté des étudiants, ça a été transformé en quelque chose de complètement normalisateur, avec obligation de présence. Il y a de plus en plus de gens qui contrôlent que les étudiants sont bien là et qui ne donnent pas, qui se refusent à donner une note aux méchants qui ont été absents, qui ne les ont pas écoutés, qui ne leur ont pas rendu suffisamment de devoirs pendant l'année, quand bien même le dernier devoir serait-il excellent. Ah mais non, mais il n'a pas été suffisamment discipliné, ou elle n'a pas été suffisamment disciplinée, donc mauvaise note, et les étudiants acceptent ça sans broncher. Enfin toutes les conquêtes de 68 ont été soit retournées en leur contraire, soit complètement évacuées dans la facilité la plus complète, et donc il y a vraiment un rôle normalisateur de l'université, mais que je déplore. Enfin, j'aimerais bien pouvoir être moins normalisateur. J'aimerais bien qu'il y ait à nouveau des mouvements étudiants qui protestent contre la normalisation imposée par l'université, qui est peut-être encore pire maintenant parce que déjà en 68 il y avait eu une protestation contre les universités normalisatrices, mais maintenant la normalisation, c'est fondamentalement la normalisation du marché, une normalisation d'autant plus redoutable qu'elle est plus insidieuse, feutrée, voilà. Donc tu as raison, je suis normalisateur dans les cours, mais là c'est vraiment à mon propre dépendant.
n'a pas le choix, c'est le système scolaire. Voilà, enfin, si j'étais courageux, j'aurais le choix, je pourrais décider, je laisse tomber les cours et je vais vivre en cultivant mon jardin dans une bergerie dans l'arrière-pays. Mais oui, mais je suis quand même bien payé en tant qu'universitaire et je dois avouer. Mais oui, mais je suis complètement pourri par le système et ça ne me suffit pas. Et je ne suis pas du tout complètement pourri par le système. En fait, j'exagère un peu parce que le goût d'un certain confort, il me semble que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au système. C'est quelque chose que le système utilise, mais qui va au-delà du système. Qu'un peu de frugalité puisse être heureuse, je suis d'accord, mais trop de frugalité, non, merci. Mais les gens ne meurent pas de faim, mais il peut y avoir... Micro. Je fais tout là, l'accueil, le mumble, le micro. Polyvalente. Oui, mais c'est pas ce qu'on entend. Hein. Oui. La question est de savoir que si la norme est plus coercitive ou plus protectrice, j'entends dans ce qu'on perçoit ou ce qu'en attendent les gens. Hein, aussi. Les gens adhèrent aussi à quelque chose qui peut sembler protecteur. Alors là, je ne sais pas si c'est à Alessio ou à l'une des personnes qui l'avait contacté qu'il faudrait demander, mais je crois que c'est plutôt sur Foucault qu'il faudrait travailler. Et personnellement, je n'ai pas suffisamment travaillé Foucault. J'ai lu l'histoire de la folie à l'âge classique il y a une trentaine d'années, les mots et les choses et l'archéologie du savoir il y a un quart de siècle. Et depuis, je ne m'y suis pas replongé. Juste peut-être qu'il faut pas tout mélanger là dans les terminologies qu'on utilise. Les conventions c'est une chose, les normes c'en est une autre. Et la grammaire, parce que tu en parlais, je ne le mettrai pas du côté des normes ou des conventions. Ce sont des structures de langage qui sont en soi nécessaires pour se comprendre. C'est-à-dire que si on n'avait pas de grammaire, on pourrait plus parler mais se comprendre. Donc c'est pas une question de normes la grammaire. Et les conventions, c'est encore autre chose. Peut-être qu'il faudrait qu'on se penche sur les définitions pour pas tout mélanger, parce que je pense que c'est pas tout à fait la même chose, du même niveau ou du même ordre. La question de la grammaire, des normes sociales, qui la plupart du temps ne sont pas conscientes. Hein. En soi, les normes ne sont pas des... Enfin, dans ce qu'en disent les sociologues, hein, ne sont pas des éléments dont on a conscience. Les conventions, c'est différent. On a conscience de nos conventions. C'est pas les mêmes concepts, on va dire. Je pense que tu as raison. Je ne fais pas suffisamment attention aux mots quand je n'ai pas préparé et je n'avais pas réfléchi à une discussion sur les conventions et les normes. Je crois que je n'ai pas de dictionnaire sur moi, donc j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la répartition convention-norme, mais je manque d'éléments pour pouvoir t'exprimer sérieusement mon désaccord. Pour la grammaire, je crois que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que ça dépend de la façon dont on fait de la grammaire. Quand on fait de la grammaire, quand on en faisait du temps où j'ai été étudiant en DEUC deuxième année ou en licence de français, ou quand on en fait en regardant le Becherel, pas le Becherel, le Grévis, on se rend compte que effectivement la grammaire ce n'est pas quelque chose de normatif, que la grammaire varie souvent d'un auteur à l'autre, que ça se joue plutôt à la majorité, que ce n'est quelque chose d'inflexible. La grammaire telle qu'on l'apprend dans les petites classes et telle que j'aime bien la voir respectée.
Bonne nuit. Et la grammaire, donc telle qu'on l'entend dans les petites classes, et telle que j'aime bien la voir respectée quand je corrige des copies, c'est quand même quelque chose de très normatif. Alors que cette normativité est une utilité, c'est certain. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure que j'étais un peu de mauvaise foi en refusant le terme normatif. Il peut y avoir des normes qui sont, mais tu me diras peut-être que ce sont des conventions qui ont une utilité. Par exemple, le fait sur une route, quand on est en Europe, de rouler à droite. Alors, est-ce que, tu me dis que c'est une convention, moi il me semblait que c'était quand même aussi une norme, enfin c'est quelque chose de normatif, c'est quelque chose qui est imposé. C'est décrit dans norme, là c'est la question de l'usage qui serait à mettre au milieu, je pense. Oui. L'usage en face d'une normativité. Oui, ces questions-là, je pense, soulèvent la notion d'usage. D'usage confronté à l'aspect normatif des choses. C'est-à-dire, on sait très bien que dans l'usage linguistique, il y a ce qui est prescrit, qui peut être une norme et à partir de laquelle on peut sanctionner un écart à la norme, comme tu peux le faire, je suppose, quand tu corriges tes copies. Et il y a la convention d'usage, par exemple sur le fait de rouler à droite ou à gauche dans le pays où on se trouve, qui est une notion protectrice, de ne pas laisser rentrer les uns dans les autres, etc. Donc ça se décline en normes. C'est vrai que si tu t'amuses à prendre une route à contresens, tu risques d'être sanctionné, puisqu'il faut, je dirais, cadrer l'usage de façon à ce que cadrer l'usage. Alors, l'usage, soit on l'impose par la norme, on l'impose par la force, et on sanctionne, soit on peut avoir suffisamment d'envie de fonctionner sur les mêmes conventions et d'avoir une adhésion naturelle aux conventions, de façon par exemple de ne pas aller se respecter sur les routes, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout l'aspect sanction. Je pense que les conventions elles sont faites pour qu'on puisse se comprendre et qu'après il peut y avoir dans un deuxième temps des répercussions qui sont normatives avec sanctions quand il y a des écarts à la norme, de façon à ce que le respect des conventions soit généralisé. Peut-être on s'éloigne de l'atelier. Oui, mais peut-être alors qu'on peut terminer l'atelier, mais je voulais quand même répondre à Laurence avant de terminer. Il me semble qu'elle n'a considéré là que les conventions qui ont un sens. Il y a aussi des conventions qui n'ont absolument aucun sens. La convention selon laquelle un député doit aller à l'Assemblée avec sa cravate, c'est dépourvu de sens. Mais pour ne pas prendre quelque chose de politique, les conventions vestimentaires sont aussi complètement dépourvues de sens. Ce n'est pas parce que enfin peut-être. Oui, tu penses que les conventions... Non, je pense à l'atelier sur les habitus, sur les travaux de Bourdieu, le vêtement, il a un sens. Oui, mais il a un sens et social et individuel. Oui. Tu mets pas, enfin, regarde tout ce qu'il y a autour des jupes et des robes et des pantalons, c'est quand même pas des, enfin, il y a du sens, quoi, dans ces histoires-là. Oui, mais c'est vraiment un sens qui est arbitraire et dont on pourrait se passer. Alors socialement, effectivement, je trouve qu'il est finalement
imposée, mais ce n'est pas comme la convention du code de la route où là on ne peut pas s'amuser à rouler de l'autre côté, parce que plus que simplement la contravention, on risque le télescopage. Si les hommes se promenaient en jupe, et ça ne ferait de mal à personne. Donc c'est une convention qui d'ailleurs a été ébranlée pendant un temps. Je me souviens qu'au début des années 90, il y avait un étudiant qui venait à la fac en jupe. Si les hommes se promenaient en jupe, ça ne ferait de mal à personne. Donc là, c'est une convention complètement arbitraire. Et les conventions Nuit debout, hein? Oui. Nous, on a nos conventions Nuit debout. Oui. Oui. Elles ont un sens. Je ne sais pas. Tu me fais parler contre les conventions de Nuit debout. Non, donc c'est vraiment le moment de clore l'atelier.